comment est-ce qu'on peut aider la mode à passer ce pas, à s'apaiser en fait. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Quelle Merci. question. Oui, mais c'est vrai. Merci beaucoup de ton temps. Merci de prendre le temps de te poser et de justement venir face à cette question, qu'est-ce que la mode ? C'est une question sans fin, sans Ah oui, fin, c'est sûr. sans fond, comme le tonneau des Danaïdes. Quand on est dans le tonneau, il en fait des Ouais. choses. On n'a jamais fini de se poser cette question et surtout d'y répondre. Oui. Ah bah oui. Et justement, avant de partir sur cette discussion, j'aimerais bien te présenter parce que, enfin, une présentation succincte. Après, je te laisserai quand même te présenter plus en détail. Mais voilà, tu es présidente de la Fashion Revolution France. Tu es aussi rédactrice en chef adjointe aux impacts, j'ai lu, du magazine Homemade. Qui est un magnifique magazine à suivre. Et aussi, on te voit aussi avec la Fabrique Idéale, Oui. et avec le collectif. Alors, je ne sais pas comment on peut dire le nom. WAMEP, peut-être. WAMEP, ok, j'étais pas certaine. Merci. Notre mode est possible, oui, qui est devenu WAMEP. Ouais. Voilà. Vous avez sûrement, chers auditeurs, entendu peut-être ce slogan, une autre mode est possible. Donc voilà, Catherine Doriac est derrière tout ça. Pas toute seule. Hein. Ouais, voilà, pas toute seule. Oui. Mais voilà, le visage, un nom à connaître, et justement aussi active derrière les Fashion Green Days à Roubaix. Voilà, donc, mais à la base, tu es journaliste. Alors, au tout départ, non, journaliste, c'est arrivé plus tard. Au tout départ, j'ai fait des études d'archéologie précolombienne, donc j'ai un master en début de doctorat en archéologie et histoire de l'art. Et ensuite, je me suis lancée dans la mode. Alors, par quelle voie miraculeuse, je ne sais pas. En tout cas, ça s'est passé comme ça. Et j'ai monté un premier bureau de presse où je m'occupais, à la fin des années 80, de créateurs émergents. Donc en mode, en déco et en bijoux. Voilà, en accessoires. D'accord. Jusqu'en 2003. Et en 2003, je suis devenue journaliste, oui. Mais vraiment, j'ai opéré un changement stratégique total, puisque ça devenait très compliqué de les faire passer dans les journaux à l'époque, pour des tas de raisons. Hein. 2003, c'est la mainmise des grands groupes sur les magazines, c'est des tas de choses. Et je me suis dit, bon, j'aime écrire, allez, je me lance. Et puis voilà, ça a marché. Et donc, je suis journaliste depuis 2003, notamment à travers plusieurs blogs notamment Écolo Info, qui était le premier grand blog écologiste de France jusqu'en 2016, de 2007 à 2016, donc 10 années dans l'écologie, à expliquer aux gens les petits gestes et avec cette spécificité de mode aussi sur les matières, etc. Et c'est à la même époque, je suis rentrée comme consultante à la Confédération européenne du lin et du chanvre, auprès de qui je travaille toujours depuis 12 ans. Donc voilà, j'ai occupé plusieurs postes avec eux, notamment le poste évidemment de rédactrice pour leur contenu, mais aussi pendant 7 ans tout le social media management, donc la communication digitale jusqu'en mars de cette année. Et puis là, je suis revenue comme plume chez eux. Enfin, voilà, c'est une collaboration qui est chère à mon cœur parce que, évidemment, le lin, c'est notre matière européenne. Alors, j'ai un petit chat dans la gorge, pardon
pour les auditeurs. C'est notre matière européenne, elle est cultivée entre Caen et Amsterdam. Pour moi, c'est une des plus belles matières vivantes, végétales pour la mode, et pas seulement pour la mode, hein, puisqu'aujourd'hui, on a des applications techniques avec ce lin, cette fibre lin magnifique. Donc voilà, j'ai une expertise textile, et notamment sur le lin. Alors, je m'en mêle un peu, là, maintenant, j'en suis. Non, et parce que c'est riche, en fait, voilà, justement, on voit Oui. que c'est riche de contenu, mais aussi de soutien, en fait, tout ton parcours. C'est beaucoup de soutien et de donner, voix et donner une image aussi, en fait, à toutes ces innovations, tous ces parcours, tous ces cheminements, tous ces engagements, en fait, aussi, Oui. ton Oui, parcours. parce que quand j'avais mon bureau de presse, on parlait pas de mode éthique, puisque la plupart, dans les années 80-90, on était encore sur une mode, je ne vais pas dire totalement transparente, parce que ça, non, bien sûr que non, mais il y avait encore beaucoup de Made in France. Les créateurs dont je m'occupais, donc c'était des jeunes créateurs, comme on disait à l'époque, ils fabriquaient tout dans leur atelier, ou à très petite proximité, dans des ateliers vraiment proches de chez eux, et en France pour la plupart, ceux qui étaient français en tout cas. Et donc, on ne se posait pas ces questions-là. Maintenant, avec l'arrivée de la fast fashion, avec l'arrivée des grands groupes, avec ce déploiement de publicité à outrance et de compulsion d'achat, c'est une question qui est arrivée. Donc, voilà, à la fin des années 90, début 2000, on a commencé à parler de mode éthique d'abord, relié au commerce équitable, bien sûr. Hein. À l'époque, on parlait plutôt de commerce équitable Ouais. pour le chocolat, pour le café, pour des tas de choses, mais aussi pour le coton, qui est quand même une des matières végétales, une jolie matière végétale, mais malheureusement très polluante, à À 60% grande de échelle, ouais. sa production, même plus 80% de sa production, puisque ça représente 25% de l'utilisation des textiles, mais presque autant de l'utilisation des pesticides mondiaux. Donc voilà. Donc tout ça, c'est un peu, ça monte en mayonnaise, et moi je me suis intéressée par ma fibre écolo à comment est-ce qu'on peut aider la mode à passer ce pas, à s'apaiser en fait. Moi j'aime bien parler de mode apaisé. J'en ai marre de la mode éthique, la mode éco-responsable, la slow fashion. Il y en a 36 mots. C'est des termes qui sont finalement assez angoissants pour le consommateur final, à qui on fait porter beaucoup de poids, et qu'on montre du doigt, à qui on dit tu consommes trop, tu dois consommer moins, tu dois... Non, c'est un ensemble. Hein. On vit dans un monde communautaire. On vit, voilà, certains qui proposent des choses, d'autres qui en ont envie. Ok, mais comment faire pour apaiser tout ça? Donc la mode apaisée, moi j'aime bien. C'est juste, je l'avais jamais encore entendu. Ouais, je dis ça souvent, mais ou l'autonomie vestimentaire. Tu vois, pour relier avec les principes de la transition écologique, quand on parle d'autonomie alimentaire, on parle d'autonomie énergétique. Ben, parlons donc d'autonomie vestimentaire. Essayons d'apaiser tout ça, et allons vers plus d'autonomie nous-mêmes, en tant Ouais. que consommateurs, en tant que producteurs, en tant que designers, en tant que créateur. Voilà, il faut vraiment penser les choses plus simplement, et de façon plus soft. Voilà. Exactement, et pas plus légère dans le sens simpliste, mais c'est pas un poids, le poids de la culpabilité qui, en se sentant lourd, on avance plus difficilement aussi. Voilà. Alors que quand on est, justement, comme tu dis, apaisé, Oui. moi aussi j'ai un chat dans la gorge, c'est la saison. Quand on se sent apaisé, donc léger à l'intérieur, sans le poids de la culpabilité, on peut plus facilement avancer. On a l'esprit et la pensée plus clairs, et donc plus actif dans rechercher des solutions, ou Oui. être plus clairvoyant et prendre des décisions plus justes aussi, naturellement, sans se prendre la tête sur les problématiques parfois, en fait. Ouais. Alors, les problématiques, c'est très bien de les connaître. Je pense qu'avec Fashion Revolution, on fait un travail d'éducation. C'est notre premier rôle, Ouais. hein, d'éduquer. Donc, nous, on est le Fashion Revolution France. On est le bureau français de l'ONG internationale, qui est partie d'Angleterre. Alors, je dis deux mots. Hein, Oui, vas-y, hein.
en 2013, avec l'effondrement du Rana Plaza, le mouvement est parti d'Angleterre. Deux créatrices, Carrie Summers, Orsola De Castro, ont lancé, c'est vraiment venu de leur cœur, hein, c'est venu vraiment comme ça, de leur conscience de personnes. Elles ont lancé leur hashtag sur Instagram, Who Made My Clothes. Alors ça, c'est le slogan principal. Ah, mais oui, bah oui. Who Made My Clothes, qui a été décliné depuis 2-3 ans plein d'autres choses. Hein. I Made Your Clothes pour les fabricants et les ouvriers. What's in My Clothes pour les gens qui font de la matière ou qui s'interrogent sur les matières utilisées, etc., etc. Plein de choses. Mais donc, ce 24 avril 2013, cette usine qui s'effondre, que moi, je qualifie de Titanic de la mode, parce que c'est 1300 morts, exactement comme sur le Titanic, un siècle plus tard, exactement, quasiment. Alors, pas jour pour jour, mais 2 mois près. Et donc, ce Titanic de la mode, il a eu une influence énorme sur la prise de conscience du grand public, de l'opinion, mais aussi des marques. Bon, alors, il y a eu, depuis, ça fait 7 ans maintenant, Fashion Revolution, c'est la première ONG internationale qui s'intéresse à ce sujet au niveau éducatif, c'est-à-dire qui aussi bien accompagne au grand public qu'aux marques, mais qu'aux politiques, avec les plaidoyers, avec tous les outils qu'on met à disposition, qui sont souvent faits en Angleterre, que nous on traduit ici, comme le livre blanc dont on parlera tout à l'heure, mais on essaie de traduire parce que c'est un peu difficile de suivre tous les documents qui sortent, il y en a beaucoup. Mais voilà, on a une toute petite équipe. L'équipe a changé cette année. Moi, j'en suis devenue coordinatrice nationale et présidente de l'ASSO, mais on est 5 ou 6 à travailler. On devrait être au moins une vingtaine. Donc voilà, on va lancer un appel à adhésion en janvier. Et j'espère que beaucoup de gens viendront nous rejoindre pour nous aider à lancer la bonne parole et à la soutenir surtout. C'est ça. Et puis justement, d'accompagner en fait, d'accompagner la pensée, d'accompagner le geste pour changer, et le geste, qu'on soit consommateur, industriel ou agriculteur, ouais, et créateur. Et ça fait du bien en fait de comprendre que la mode, c'est pas juste une pièce sur un cintre, en fait, c'est qu'elle a une histoire, et que toute cette histoire, en fait, ce sont des gens qui la construisent. Et ouais, et donc une chaîne de métiers différents et ouais. Et donc en fait, cette façon de voir et ton engagement derrière cette mode, tout ce parcours et tout cet engagement, quand je découvrais en fait qui tu étais et tout ça, je me disais mais oui, c'est une véritable activiste. Mais quand on entend ce mot comme ça au premier abord, ça paraît être justement à simplement, entre guillemets, je ne réduis pas du tout les manifestations et tout ça, il le faut justement, mais on pense qu'à ça, on pense on va dans la rue et puis on crie, oui, ou alors alors on qu'en va fait, s'enchaîner aux grilles. voilà. Oui, non, mais moi, alors activiste, c'est un mot très prestigieux. Hein. Pour moi, c'est vraiment le plus beau rôle qu'on peut avoir sur Terre. Bah ouais. Mais je reste humble. Hein. C'est moi qui te le dis alors. Je te vois non, comme mais une activiste. j'avoue, je suis très engagée depuis l'adolescence et vraiment depuis la fin des années 70 sur les sujets écologiques. Ça, c'est sûr. J'ai un engagement contre le nucléaire, alors, ça, c'était l'adolescence, mais depuis, voilà. Et aujourd'hui, évidemment, en tant que représentante d'une association d'activistes, je ne peux pas dire que je ne suis pas activiste. Je suis activiste. Mais alors, évidemment, bien sûr, on est en phase Covid. On est en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est très difficile. Alors, on a vu quelques manifestations là, ces derniers jours en France contre des sujets de société très, très, très importants. Fashion Revolution, on participe à toutes les marches contre Monsanto, pour la justice sociale, les marches pour le climat. On a toujours un groupe, on est présent, on travaille avec les organisations, main dans la main. Mais notre action, elle est surtout vers la jeunesse. Alors, nous, notre premier truc important chez nous, c'est l'éducation. C'est éduquer, alors de toutes les façons possibles,
en donnant des conférences, en parlant aux étudiants, sur les réseaux sociaux, en demandant aux gens de s'engager, de demander aux marques ou Made My Clothes, What's in My Clothes. On est là, on est vraiment un mouvement citoyen, voilà, Ouais. activiste si on veut. Alors moi, je suis activiste, oui, bien sûr, mais bon, un peu moins que par le passé, j'avoue. Bah, à notre échelle et selon nos situations après actuelles aussi, hein, et justement, Ouais. c'est ça, à juste mesure. Faut pas qu'on se tue non plus à la tâche, parce que justement notre action et notre combat, il est juste, donc autant le faire perdurer. Et Et ouais. on peut être activiste en fait de différentes façons. Il n'y a pas seulement les manifestations de rue, les marches, les plaidoyers, tout ce qu'on voudra. On est, par exemple, dans Fashion Revolution, un de nos piliers aussi de communication, c'est la réparation visible. Apprendre aux gens à réparer leurs vêtements, apprendre aux gens à broder, apprendre aux gens oui, voilà, à réparer simplement. Donc par la création, en fait, Voilà, et rester par la créatif. création, ouais, par Mmh. l'esthétisme et par la pratique de Mmh. gestes oubliés. Hein. En une génération, on a oublié comment coudre un bouton, Tellement. comment faire un ourlet. Moi, j'ai appris ça quand j'étais petite, mais bon, même ma fille, elle n'a pas appris, hein, parce que c'est la même chose. Ouais, il fallait vouloir, il fallait Mais passer du aujourd'hui, temps. on voit un regain vers ces activités, ces travaux d'aiguille. Voilà, un fil, une aiguille, on fait des merveilles. Et Ouais. puis, voilà, nous, on est activistes aussi en ce sens-là, c'est-à-dire on Mmh. essaye d'organiser des ateliers, d'entraîner les gens à réparer leurs vêtements, à raconter leur histoire d'amour aussi avec leurs vêtements, à porter ce qu'ils ont dans leur placard, parce que un de nos slogans préférés, c'est le vêtement le plus écologique est déjà dans votre garde-robe. Ben oui, Mmh. et bon, souvent on ne porte qu'un tiers de sa garde-robe, ça, c'est Ouais. encore un autre pensum, mais c'est la vérité en fait, c'est la vérité. Ouais, non, non, c'est vrai. Mais du coup, voilà, par la création et toi aussi, ben, particulièrement pour toi, c'était aussi les mots d'encouragement et de soutien pour ces jeunes marques, donc dont tu parlais donc il y a quelques années, et puis encore aujourd'hui, avec tous ces collectifs et cette présence, dans les conférences qui sont des ressources énormes, pour ceux qui veulent se lancer, ceux qui sont en cours de lancement aussi de marques, ceux qui veulent changer aussi, parce qu'ils sont déjà actifs, mais il y a eu des fondements qu'il faudrait, qui veulent être requestionnés. Voilà, par les créations, par la création, par les mots. Et donc c'est un engagement, comme tu disais, qui a plein de facettes, qui a plein de manières d'être amené. Et c'est selon aussi notre personnalité, selon nos caractères, selon nos métiers. Et toi, cet engagement, il t'a fait passer de l'archéologie à aujourd'hui. Et c'est beau, en fait. Ouais. C'est beau. Ouais. Archéologie précolombienne avec des magnifiques textiles contemporains d'ailleurs qu'on retrouve au Guatemala et au Mexique. On n'a Ouais. pas retrouvé beaucoup de textiles des Mayas et des Aztèques, mais la tradition est encore bien vivante dans ces pays. Ouais, justement, et ça revient. Et puis, des fois, on se dit, enfin, je fais un petit mot, mais entre la seconde main et la création, souvent, quand on est pro seconde main, on se dit, mais il n'y a plus rien à créer. Enfin, il y a plus besoin de créer. On en a tellement dans la mode. Mais en même temps, on a besoin de la création parce qu'en fait, justement, on peut mettre en valeur des choses oubliées, enfin, faire renaître comme tu dis, rien que la broderie. Aujourd'hui, on le voit, toute cette technique, le tricot, savoir tricoter à la main. Enfin, et du coup, c'est une juste tension entre justement la seconde main et la création. Mais pourquoi on crée et comment on crée du nouveau aussi. Euh, ouais, Absolument. Et puis avec l'upcycling, on voit très bien, mais oui. c'est des nouveaux modèles, mais l'upcycling, c'est un modèle qui vraiment prend énormément chez les jeunes marques qui se lancent. Là, on voit avec Fashion Revolution, on les voit bien puisqu'ils nous contactent et ils veulent Mm. participer au mouvement. L'upcycling, c'est une source de création incroyable, pas seulement à partir de vêtements. Enfin, pas seulement à partir de rideaux ou de draps ou de Ouais, grands ouais, ouais. dans lesquels on va couper un nouveau vêtement, mais aussi en changeant, comment dire, en changeant, en upcyclant un vêtement déjà utilisé ou
en mélangeant des vêtements entre eux. Bon, on peut utiliser toutes les ressources qui sont déjà là, Ouais. effectivement. Après, la Ouais, création, on aura toujours besoin de création. On est sapiens. Sapiens, c'est un être créatif. c'est un être qui, C'est un créateur né. exactement, constamment en mouvement et D'inventer et de se montrer au monde aussi d'une certaine manière. Donc, de voilà, partager, en fait, hein, partager la création. bien Ouais. sûr qu'on est pour, oui. Ouais. Et voilà, donc justement, être activiste dans la mode ou être engagé dans la mode, c'est pas être enfin, anti-mode. Ah, C'est justement la questionner. Ben, d'où aussi, moi personnellement, ben, c'est aussi la forme de ce podcast. Au fond, j'aime questionner la mode pour justement, parce que c'est ma manière d'amener la réflexion. Parce que pour être actif et avoir des actions raisonnées et justes et tout ça, ben, faut se poser des questions. moi, je pense qu'il faut savoir d'où on vient pour aller où l'on va. Ça, c'est Mmh, très important. Donc, l'histoire de la mode, c'est très important. exactement. L'histoire des matières, c'est très important. L'histoire du textile, oui, l'histoire du style, tout ça, c'est très important. Bon, ça, on l'apprend dans les écoles de mode. Ce qu'on apprend un peu moins dans les écoles de mode, c'est comment respecter la matière, c'est comment respecter l'histoire, comment respecter la chaîne de valeur de l'industrie. Mmh. La chaîne de C'est comment la cultiver en fait, comment comment, cultiver cette comment la histoire. recréer en fait, Exact. comment Comment l'entretenir, comment apaiser. ouais, voilà, et comment C'est la toujours faire la même vivre et chose. tout ça de manière naturelle mmh et donc justement, c'est pas être contre la mode, mais c'est cette idée de partage. Tu parles d'usage, tu parles un peu d'écosystème aussi, de conscience, d'apaisement. L'apaisement, c'est vraiment ça empare tout l'être en fait, tout l'être humain. Donc, comment tu pourrais répondre si je te demande quelle est ta mode alors du coup? Quelle est ma mode, mais alors, oh là là. C'est un sujet délicat. Quelle est ma mode? Alors, d'abord, la mode ne m'appartient pas. Ce n'est pas ma Ne mode. nous appartient pas, c'est sûr. Et j'ai besoin peut-être d'autres questions pour répondre à cette question-là. C'est une question énorme. Mais oui. C'est une encyclopédie, l'actu. D'un point de vue stylistique, d'un point de vue, je sais pas. Ouais. Bah, déjà personnellement, comment tu l'utilises déjà dans ton quotidien? Peut-être toi à ton échelle personnelle, et puis ensuite parce qu'on a pu voir un peu une perspective professionnelle déjà, mais voilà personnellement, voilà comment tu la vois, comment tu la vis? Est-ce que ça peut aider à Oui, entrer dans alors j'ai énormément consommé de mode par le passé, beaucoup. D'abord parce que je travaillais dans la mode, comme on dit, hein, travailler dans la mode. Mmh. Ouais, c'est déjà une bonne expression ça. Voilà. Et donc je m'occupais de créateurs, donc évidemment je portais leurs vêtements. Euh, et puis il y a la collectionnite aussi, les belles pièces. J'en ai acheté évidemment. Je me suis beaucoup habillée en seconde main quand j'étais étudiante et j'ai continué ensuite, jeune adulte, de m'habiller en seconde main. Après, bon voilà, maintenant je me rhabille en seconde main, mais j'ai eu une période où non, j'ai eu une période où je n'achetais pas, quasiment plus de vêtements. J'en avais trop. Mmh. Bon, après, mon corps a changé, donc j'ai recommencé à acheter des pièces pour m'habiller tous les jours, en fait, avec toujours. Alors, le style évidemment, moi, j'ai fait partie de la génération punk. Donc, à l'époque, on était punk. Voilà, on avait des groupes de musique. On était étudiants, mais on avait un groupe de musique. On se faisait nos vêtements nous-mêmes parce que les jeans déchirés, on les trouvait pas dans les magasins à l'époque. On parle de tout début des années 80, fin des années 70. Et on était très créatifs en fait. On s'habillait aux puces, bien sûr, hein, avec des vêtements des années 60 qu'on trouvait aux puces. Et donc moi j'ai toujours gardé un peu voilà, ce look-là. Et puis les dernières années, alors je vais parler de moi, mais j'ai beaucoup grossi, enfin j'ai grossi de diverses manières, donc mon vestiaire ne m'allait plus. Donc pour ça, il a fallu faire un petit peu des choix plus rationnels. Et donc, j'avoue que je ne suis plus très accro aux vêtements.
Alors, j'ai des vêtements que j'adore, que je porte toujours. J'ai des pantalons depuis 10 ans que je porte toujours, qui sont magnifiques. J'ai des pulls que j'adore, que je répare, qui sont troués au coude, mais bon, que je répare. Et voilà. Mais alors, par contre, quand je pense mode, je pense création et je pense à des créateurs magnifiques. Je pense à tous les créateurs. J'ai 40 ans de carrière, donc en 40 ans de carrière, j'ai Tu as vu pu voir du beau monde. énormément de choses. J'ai vu l'arrivée Comme des garçons, Yamamoto. Ensuite, il y a eu Margiela, qui a mis l'upcycling à la face du monde d'une manière magistrale. Là, on a un vrai travail sur le vêtement. Marc Le Bihan en France, dont je me suis occupée pendant 7 ans en tant qu'attachée de presse, qui travaille aussi l'upcycling et le vêtement d'une manière absolument magnifique, qui n'est pas du tout prophète dans notre pays, mais qui est très bien vendu dans le reste du monde. Tourbillon, retenez ce nom, allez voir son site. Alors, c'est pas le créateur de lunettes, hein, parce qu'il a un homonyme, donc il faut faire attention. On mettra dans l'épisode. Avant, il y avait eu Jean-Paul Gaultier qui a révolutionné la mode et le look des gens dans la rue. Tout ça, c'est hyper important. Ça fait partie de notre histoire des 40 dernières années de libération donc du vêtement. Et aujourd'hui, on a cette vague, qui est une troisième vague de mode, alors slow fashion, mode éthique, mode éco-responsable. Éco-responsable, mais quel mot affreux. J'aime pas du tout éco-responsable. On a l'impression de rentrer au couvent, quoi. Il faut arrêter d'employer ces termes. Enfin, moi, je suis la première à les employer parce que on n'a pas trouvé mieux, mais franchement, ça donne pas envie. Si, non, aujourd'hui, ça redonne envie. Alors, cette troisième vague là de créateurs qui arrivent depuis 2-3 ans, qui sont très à cheval sur leur matière, qui sont très à cheval sur leur chaîne de fabrication, qui utilisent énormément de matières recyclées, qui sont à fond sur le Made in France. C'est très bien tout ça. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup de voir où ça va aller. Comment ça va prendre au niveau des business models et des business models, parce que y a énormément de marques qui se lancent, hein, tous les jours on reçoit. Exactement. Donc comment ils vont continuer de vivre? Il faut faire attention à voilà, pourquoi. Parfois j'ouvre ma boîte mail, je dis mais pourquoi encore une autre marque? C'est affreux ce que je dis, mais alors là je parle avec mon cœur, hein. Pourquoi encore une autre marque? Et bon, il faut bien que les gens vivent et fassent des choses. Et ils ont envie de créer des vêtements, très bien. Il va falloir trouver un public en face pour acheter ces vêtements. Et comme on est dans une situation de ralentir, ça qu'on dit slow fashion, et slow fashion, c'est peut-être un des moins pires, les termes les moins pires. On doit ralentir, donc on doit moins acheter mieux. Donc voilà, bon, tous ces nouveaux modèles, la seconde main, le vintage, le recyclage, l'upcyclage, le recyclage des fibres, tout ça, ça fait partie d'un même chemin vers moins mais mieux. Ouais. Laissons-les faire et regardons. Voilà, et laissons vivre en fait tu parlais de beauté. Enfin, j'ai aimé l'expression que tu as utilisée, libération du vêtement. En fait, l'autonomie vestimentaire. Et du coup, ensuite, ouais, voilà, l'autonomie vestimentaire. Cette idée ça paraît très formel ou un système, mais en fait, en t'écoutant, il y a beaucoup c'est la recherche aussi du beau, en fait, qui est là. Quand tu parlais de tes pièces et de ton vestiaire et l'évolution de ton vestiaire, tu parlais de collectionnisme aussi. Mais pourquoi on collectionne? Parce qu'il y a une histoire, il y a une beauté derrière et voilà, en fait, sans oublier justement tout ce qui est, comment ça s'appelle, business model, plan de stratégie. Plan de collection, oui. Voilà. Développement. Exactement, tout ce système de montage pour tenir. Mais au fond, tout ce qu'on veut, c'est du beau, mais un beau qui a du sens, en fait. Voilà. Et parce que créer du beau pour du beau, et ben en fait, à un moment donné,
quand tu parlais, je voyais vraiment ça. En fait, pourquoi une nouvelle marque encore? Oui, c'est joli, c'est beau, mais en fait, au bout d'un moment, c'est trop beau. C'est comme quand on mange un super bon gâteau. Une part, c'est bien. Après, quand on en mange trop ou quand on en voit trop, on est écœuré. Et du coup, on voit plus le beau et le bon, Ah en fait, oui, du alors, gâteau. Je sais pas si c'est une bonne image, mais ouais, non, mais je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit parce que je veux pas qu'on pense que je suis contre. Non, non, au contraire, je trouve ça très bien que chacun s'exprime, lance sa Mhm. nouvelle maison, des nouvelles marques et tout ça. Mais on va arriver à saturation. Alors, C'est ça. euh, c'est juste avec le recul que je me dis Ouais, ça. ouais, ouais, exactement. Mais comme on le disait au début, hein, on n'est pas anti justement création ou pro, je ne sais Pas du quoi. tout. Ouais. Exactement. Et ça amène en fait ce que tu dis, ça amène à cette question. C'est pas le pourquoi je crée, c'est qu'est-ce que j'ai envie de partager comme beauté en fait. Ouais. Et comme Exactement, c'est ça, la beauté, hyper important. Et le sens du beau, bien sûr, et le sens tout court. Quel est mm, le sens, en fait? ouais, Comme ce livre magnifique de Sébastien Boller, quel est le sens, là, qui vient de sortir, que je suis en train de lire? ouais, 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 mais ça, c'est pas seulement pour le vêtement, pour toute notre, notre consumérisme. mm, Ouais, est-ce qu'on a besoin de tous ces objets et tout ce qu'on achète et tout ce même quand on achète en vintage ou en ressourcerie, hein, c'est pareil. Enfin, ouais, moi, je crois qu'il faut. Alors après, j'arrive à un âge où j'ai besoin de calme et de clarté autour de moi. mm, Je comprends quand on est jeune, on a besoin de choses. On a simplement juste besoin des choses qu'on n'a pas encore. ouais, Mais peut-être faire attention justement dès le départ à comment on choisit les choses. Le choix, ouais, c'est important. c'est ça. Et qu'est-ce qui En nous a ai-je besoin? N'ai-je pas déjà l'équivalent? Est-ce que je peux l'emprunter? Est-ce que voilà. Ouais, et c'est le fond, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est la mode, c'est du design de mode, donc c'est un art appliqué. C'est-à-dire que c'est une véritable fusion et harmonie entre fonctionnalité et esthétique en fait, ergonomie et tout ça. Et, euh, et ça nous questionne sur oui, c'est joli, mais est-ce que c'est la fonction, est-ce que j'en ai véritablement besoin? Euh, et puis, des fois, on est très, très, très fonctionnel, puis on oublie justement le beau, puis on voit qu'on s'ennuie et tout ça. Et en fait, c'est là où on réalise qu'on a besoin d'esthétique, quoi. Enfin, voilà, une juste mesure, comme tu disais. Et tout ça, ça nous amène justement sur... Enfin, je reviens et ça résonne avec ce que tu disais par rapport à la Fashion Revolution. C'est une belle révolution dans la mode. Alors, c'est pas juste une révolution pour une révolution, mais en fait, on veut retrouver du beau qui a du sens. Et je me demandais, ben, c'est quoi alors justement cette révolution dans la mode? Alors dans révolution, il y a évolution. Il y a révolte aussi en filigrane, mais c'est pas une Hmm. révolte, c'est un accompagnement plutôt. On doit révolutionner les actes, les actions, ce qui enfin, comment t'expliquer ça? Ouais, révolution dans le sens copernicien, quoi, en Ouais, fait. c'est ça que c'est un processus, ça se C'est fait pas. C'est c'est pas une brisure. le changement vers du mieux, du bien, du doux pour tout le monde, du doux pour la planète. Hmm. Très important pour nous, c'est les piliers du développement durable, même si le développement durable, c'est un mot qu'il ne faut plus employer parce que ça n'existe pas en fait. Mais c'est soutenir la planète, soutenir les systèmes économiques, soutenir le système social et soutenir le système environnemental. Donc ça, c'est les trois piliers sur lesquels repose la Fashion Revolution. Hmm. Ensuite, il y a les ODD, les objectifs de développement durable, encore le développement durable de l'ONU, qui sont au nombre de 17 et au moins 12 dans lesquels la mode peut s'impliquer. C'est faire en sorte que tout le monde trouve sa place sur Terre d'une façon c'est un changement systémique en fait qu'il faut. Hmm. C'est ça le problème. C'est changer la façon dont on produit, sortir du capitalisme, sortir du patriarcat. Alors là, c'est ma casquette écoféministe, mais sortir du capitalisme, sortir du patriarcat et faire en sorte que chaque être humain trouve sa place sur Terre et d'une façon juste. Voilà, la justice. Ouais.
justice sociale, la justice environnementale. Arrêter d'extraire à outrance, arrêter de polluer les sols par les teintures, arrêter de polluer les sols. Les trois quarts des sols de la planète ne sont plus vivants à cause des pesticides. Alors, c'est là que la mode se rapproche de l'agriculture. Et pour régénérer tout ça, c'est mon grand sujet du moment, la régénération. Pour régénérer tout ça, pour régénérer les sols par l'agriculture et donc régénérer la mode, et l'agriculture en fait partie, hein, parce que l'élevage et l'agriculture des fibres, par la culture des fibres naturelles, ça va donner des textiles et des cuirs plus ou moins bons pour la planète et pour les humains qui les portent. Alors, Ouais. on va au-delà du véganisme, hein, parce que Oui, c'est ça. reste quand même un coproduit de l'industrie de la viande et pour le moment, on mange encore de la viande. Donc. Exactement. Et du coup, et tout ça, en fait, tous ces changements, ça demande aussi une patience. Tu parlais de justice et de justesse. Et Oui. pour être dans le juste, c'est aussi beaucoup de patience, Ah oui. d'écoute. Et ça fait écho avec la paix, la paisibilité dont tu parlais tout à l'heure. Oui, la boucle est bouclée, exactement. Exactement. Et justement, pour terminer, on en parlait tout à l'heure aussi, vous avez lancé avec la Fashion Revolution France un livre blanc, le second, justement, au deuxième, je vais dire, parce qu'il y en aura sûrement d'autres. Le titre, c'est Pourquoi avons-nous toujours besoin d'une Fashion Revolution? Voilà. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, d'abord, ce livre, pour rendre à César ce qui appartient à César, ce livre s'appelle à l'origine The White Book et il a été écrit et réalisé par Fashion Revolution UK, Angleterre, donc la maison mère. Nous l'avons traduit, nous, en français, parce que c'est un document de 66 pages, quand même assez costaud, hein, qui relate les 5 dernières années de l'histoire de l'ONG et de ses actions, et qui propose des solutions pour l'avenir. Donc, il y a un manifeste qu'on peut signer sur le site fashionrevolution.org. Donc, le manifeste est dans le livre blanc. Il y a les propositions aussi que l'on fait de plaidoyer, d'action citoyenne avec la Fashion Revolution Week tous les mois d'avril autour de la date anniversaire du 24 avril. Et puis toutes les commissions qui sont mises en place toute l'année vers les étudiants, avec les écoles, les universités. Donc ça, c'est au niveau national. Ici en France, on a lancé ça cette année. On va continuer sur l'année prochaine avec un programme assez prestigieux. On a commencé cette année avec des conférences, notamment à Sciences Po Environnement Paris, des conférences qu'on a données aussi en Tunisie avec Moda Ora il y a 3 jours, Paris 1 qui nous a proposé aussi des cours en physique. Donc bon, on va voir. On va pouvoir développer toute notre stratégie d'éducation et puis préparer surtout la Fashion Revolution Week de 2021. Et donc, dans ce livre blanc, il y a les 5 dernières années du travail de l'ONG au niveau mondial. Donc, il va être lancé là, normalement, à l'heure où l'on se parle, il devrait être disponible en anglais. De toute façon, il est disponible en anglais sur le site. Et si vous voulez le lire en français, il sera disponible avant la fin du mois de décembre sur le site fashionrevolution.org. Et je le mettrai aussi dans le lien de l'épisode. Et justement, je vous encourage à lire, à aller regarder aussi justement toutes les ressources que vous mettez en fait en commun, que vous nous partagez, les chiffres, les chiffres, les situations, les constats, mais aussi justement les solutions. Et puis en fait, ce mouvement, moi-même, j'y suis engagée avec le comité sur Lyon. Puisque chaque grande ville en général, déjà, vous pouvez regarder aussi, il y a des marques qui s'engagent et tout ça. Donc, on peut aussi se retrouver et créer des actions ensemble et être soutenu justement par vous. Donc, Fashion Revolution Nationale. D'ailleurs, on peut lancer un appel s'il y a encore des villes qui n'ont pas leur groupe local.
N'hésitez pas à venir vers nous. Notre email, c'est france@fashionrevolution.org. Si vous voulez monter à une antenne dans votre ville, vous êtes les bienvenus. Nous, on vous fournit absolument tous les éléments. On vous fait une formation sur les guidelines de l'année qui sont sortis là pour 2021. Donc, on sera prêt à faire des réunions. Je pense qu'on fera des réunions Zoom de toute façon. Pour que tout le monde puisse se rencontrer et se parler. Et puis, pour vous soutenir justement pour la semaine d'avril, qui est la grande semaine mondiale de la Fashion Revolution Week. On en reparlera de toute façon dans le podcast. En tout cas, toute cette conversation, pour moi, elle me rappelle que être dans la mode, travailler dans la mode ou vivre la mode, c'est une vraie liberté. Et puis toute cette liberté, elle engage une vraie responsabilité aussi. Voilà. Et j'aime beaucoup en fait ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup, Catherine. Je ne sais pas si tu avais d'autres idées en tête qui te sont venues quand je t'ai lancé cette invitation. Écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet. Encore une fois, je te parlais du tonneau des Danaïdes, mais oui, on pourrait parler pendant des heures entières. Bah oui. Après, on déroule, on ouvre des portes et qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes? Voilà, on a plein de choses à dire en plus. Hein. 1 heure, ça ne suffit pas pour raconter tout. Mais bon, rejoignez notre site, rejoignez les réseaux sociaux et puis n'hésitez pas à entamer la conversation avec nous. On est là pour vous soutenir et vous instruire et vous éduquer, vous aider, vous épauler, que vous soyez une marque, un créateur, un agriculteur, un citoyen ou une citoyenne. Exactement. Et puis, aussi. Exactement. Encourageons-nous les uns les autres. Soutenons-nous les uns. Exactement. Et ça fait plaisir de retrouver ça dans la mode. Je ressentais pas du tout ça quand j'ai commencé mes études il y a quelques années. C'était loin derrière. Et ça fait du bien maintenant de vivre en fait cet écosystème. C'est plus un propos, un espoir, quelque chose qu'on espère. Mais voilà, de pouvoir rien que t'accueillir sur ce podcast, ça fait plaisir. Et je me dis, voilà, c'est ça. On se soutient les uns les autres. C'est un écosystème organique et vivant. Et du coup, on retrouve de l'air frais, là. Ça fait du bien. Dans la mode. Exactement. Merci beaucoup, Catherine. Merci, chères auditrices et chers auditeurs. N'hésitez pas à aller discuter, donc comme le disait Catherine. Et comme c'est le dernier épisode invité de l'année 2020, je vous souhaite un joyeux Noël, une très belle nouvelle année. Et 2020, ce n'était pas justement que la catastrophe. Il y a beaucoup de choses, justement, beaucoup de prise de conscience de notre responsabilité et de nos libertés, justement. Donc, continuons à les entretenir de manière juste et ensemble, en fait. Voilà, ce sera mon dernier petit mot de l'année. Et à très bientôt. Merci beaucoup.